La propriétaire aurait oublié, la vengeance silencieuse de la bibliothécaire. On disait qu'elle était fade. On disait qu'elle était ennuyeuse. Lorsque le multimillionnaire Arturo Alcántara a chassé sa femme de son appartement de luxe par un après-midi pluvieux, les tabloïds n'ont même pas sourcillé. Il avait un mannequin à son bras et le monde à ses pieds. Victoria, elle, était simplement partie. Mais 5 ans plus tard, lors du gala le plus exclusif de Barcelone, les portes se sont ouvertes et un silence de mort a envahi la salle. Victoria n'était pas seulement de retour, elle était méconnaissable et n'était pas seule. Elle tenait la main d'un petit garçon qui ressemblait trait pour trait à l'homme qui l'avait détruite. Voici l'histoire percutante de la vengeance ultime d'une épouse oubliée. Chapitre 1. La disparition sur la Gran Via. La pluie sur la Gran Via de Madrid ne se contentait pas de tomber. Elle semblait vouloir laver la ville de ses péchés. Pour Victoria Ríos de Alcántara, debout devant les portes dorées de l'Hôtel Palace, cette pluie était la seule chose réelle qu'elle pouvait encore ressentir. 10 minutes plus tôt, sa vie s'était effondrée. Arturo Alcántara, l'homme qu'elle avait soutenu lorsqu'il réparait des ordinateurs dans un garage humide de Malaga, l'avait regardé avec des yeux froids comme l'acier. « C'est une question d'image, Victoria », avait-il dit, sans même lui jeter un regard, ajustant ses boutons de manchette devant son reflet. Alcántara Tech entre en bourse. Les investisseurs attendent une certaine image. Tu es rassurante, tu es stable, mais tu n'es pas... Il laissa sa phrase en suspens. Victoria, vêtue d'un simple cardigan beige, les cheveux en chignon négligé, avait passé la journée à préparer un dîner d'anniversaire surprise. Le gâteau était resté intact sur le comptoir. « Je ne suis pas quoi, Arturo? Tu n'es pas une femme de pouvoir, trancha-t-il. Tu es une bibliothécaire de village. Tu ne campes pas dans ce monde. Elena, elle, le comprend. Elle sait naviguer. » Elena Vargas, la fille d'un magnat, était tout ce que Victoria n'était pas. Sculpturale, polie et impitoyable. Arturo jeta un dossier bleu sur la table. Le contrat de mariage m'est blindé. Mais je suis généreux. Il y a un chèque de 2 millions d'euros. Signe la clause de confidentialité et pars. Elena m'attend pour un verre dans 20 minutes. Fais-toi une faveur, ne lutte pas. Tu as été une bonne épouse de démarrage, mais le jeu a changé. Seule dans ce luxe qui ressemblait désormais à une cellule, Victoria ouvrit le dossier. Elle ressentit soudain une douleur aiguë à l'abdomen. Sa main se posa sur son ventre. Elle ne lui avait pas dit. Elle était enceinte de 8 semaines. Elle savait que s'il l'apprenait, Arturo, obsédé par son héritage, l'emprisonnerait dans ce mariage sans amour ou lui retirerait l'enfant. Elle signa les papiers d'une main tremblante, prit le chèque et sortit sous la pluie. « À l'aéroport de Barajas », dit-elle au chauffeur de taxi. Elle n'allait pas retourner dans son village pour pleurer. Arturo pensait avoir jeté un morceau de verre. Il ignorait qu'il venait de se débarrasser d'un diamant et de son unique héritier. Chapitre 2. La métamorphose toscane. 5 ans plus tard, dans un domaine viticole près de Florence, une femme marchait avec majesté parmi les vignes. Ce n'était plus la Victoria craintive de Madrid, mais Viviana Rossi, ayant repris le nom de sa grand-mère. « Maman !» Un petit garçon de 4 ans, Léo, courut vers elle. Il avait les boucles sombres et les yeux d'un bleu perçant. Les yeux d'Arturo. Léo était brillant, une intelligence héritée de son père, mais dotée du cœur de sa mère. Durant ces 5 années, Viviana n'avait pas seulement survécu, elle avait évolué. Avec les 2 millions d'euros, elle avait investi. Utilisant les secrets d'affaires qu'elle avait glanés en écoutant Arturo sans qu'il s'en doute, elle avait créé VR Holdings. Elle possédait désormais des mines de lithium au Chili et des raffineries de cobalt au Maroc via des sociétés écrans.
Elle était devenue un géant silencieux du marché mondial. Son assistant, Marco, l'informa d'une invitation pour le Gala Vanderbilt à Madrid, organisé cette année par Alcantara Tech. Arturo la cherchait, non pas en tant qu'ex-femme, mais en tant que PDG mystérieuse de VR Holdings, dont il avait désespérément besoin pour sauver son entreprise. Viviana sourit. « Accepte l'invitation, Marco, et commande-moi une robe qui crie vengeance. » Chapitre 3. La rentrée à Madrid, Arturo était en plein panique. Sans l'approvisionnement en lithium de VR Holdings, le lancement de son nouveau téléphone quantique serait un désastre, et il perdrait le contrôle de sa société. Il ignorait qui se cachait derrière cette firme italienne. Le soir du gala au musée du Prado, alors qu'Arturo et sa nouvelle épouse Elena attendaient, une femme fit une entrée fracassante. Vêtue d'une robe en velours noir profond et parée de diamants jaunes rares, elle tenait la main d'un petit garçon en smoking miniature. Le silence fut total. Victoria s'avança vers leur table. « Bonjour Arturo », dit-elle d'une voix riche et assurée. « Victoria, tu es... »« Je suis Viviana Rossi », corrigea-t-elle. « PDG de VR Holdings. Je possède le futur de ta compagnie, Arturo. Et je possède la seule chose que tu ne pourras jamais acheter. » Arturo regarda Léo. Le garçon était son portrait craché. « Qui est cet enfant? » Victoria sourit froidement. « Léo, dis bonjour à Monsieur Alcantara. » Chapitre 4. La révélation. La tension à la table était électrique. Viviana annonça que le prix du lithium avait augmenté. Elle exigeait un siège au conseil d'administration, un droit de veto et des excuses publiques. Arturo, sous le choc, ne pouvait détacher ses yeux de son fils. Elena, folle de rage, comprit enfin que Victoria était partie enceinte. Le lendemain, Arturo demanda un test d'ADN. Le résultat fut sans appel. 99% de compatibilité. Léo était son fils. Mais Viviana lui rappela qu'en signant le divorce, il avait renoncé à tout droit sur ses actifs futurs, qu'ils soient matériels ou biologiques. Elena tenta alors une campagne de dénigrement à la télévision, mais Viviana riposta en envoyant un dossier compromettant. Elena était une espionne industrielle qui volait des prototypes pour une firme concurrente. Arturo, dégoûté, demanda immédiatement le divorce. Chapitre 5. L'acte final. Arturo appela Viviana, pensant que le chemin était libre pour redevenir une famille. « Tu ne comprends toujours pas, » répondit-elle. « Je n'ai pas dénoncé Elena pour sauver ton mariage, mais pour protéger l'héritage de mon fils. Si tu veux prouver que tu vaux quelque chose, montre-moi que tu peux être un père, pas un PDG. » Elle lui donna rendez-vous au spectacle de l'école maternelle de Léo le lendemain à 10h. Arturo avait une réunion cruciale avec des investisseurs japonais au même moment. Pour la première fois de sa vie, il annula ses affaires. Dans l'auditorium qui sentait la cire, Arturo Alcantara, l'homme de pouvoir, se tenait au fond de la salle, tremblant de nervosité. Il vit Victoria au 3e rang, radieuse dans sa simplicité. Le rideau s'ouvrit. Et là, au centre de la scène, déguisé en petite chenille verte, se trouvait Léo. Arturo se tenait là, immobile. Son souffle se coupa lorsqu'il vit Léo dans son costume de chenille, récitant son texte avec une assurance qu'il n'avait jamais vue chez un enfant de 4 ans. Les yeux bleus du petit balayèrent la salle et, l'espace d'un instant, s'arrêtèrent sur Arturo. Léo sourit, un sourire radieux. Viviana tourna légèrement la tête. Lorsqu'elle vit qu'Arturo était réellement présent, abandonnant une réunion de plusieurs milliards pour se tenir dans cette salle imprégnée de l'odeur de cire et de biscuits, son regard s'adoucit. Pour la première fois en 5 ans, elle ne le voyait plus comme un ennemi, mais comme un homme essayant de retrouver l'âme qu'il avait perdue. Après la représentation, Arturo s'approcha de la mère et de l'enfant dans la cour derrière l'école. Léo courait partout,
son costume de chenille retiré, ne portant plus qu'un petit t-shirt blanc. Je ne peux. Léo regarda sa mère. Voyant Viviana hocher la tête, il tendit la main à Arturo. Merci. Arturo regarda Viviana comme pour demander la permission. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis dit doucement « Tiens ». Ces 5 minutes se transformèrent en une heure. Assis sur un banc de pierre, Arturo, pour la première fois de sa vie, ne regarda pas l'heure, ne se soucia pas des cours de la bourse. Il observa son fils et comprit que l'empire qu'il avait mis toute une vie à bâtir ne valait rien. Lorsque Léo, épuisé, s'endormit dans la voiture, Arturo se tourna vers Viviana. Viviana regarda l'horizon de Madrid, où les gratte-ciels scintillaient sous le soleil. « Cela prendra, je le ferai », affirma Arturo avec détermination. « Je commencerai par... » Finalement, Arturo Alcantara conserve son entreprise grâce à une coopération avec VR Holdings, mais le prix à payer fut une soumission totale à la direction de la femme qu'il avait autrefois méprisée. Il divorça d'Elena lors d'un procès retentissant, chassa la traîtresse de sa vie et ne lui laissa pas un centime. Victoria, ou plutôt Viviana Rossi, ne redevint jamais sa femme. Elle resta la reine de son propre empire, une femme puissante au sommet de l'industrie mondiale des ressources. Mais chaque week-end, dans le domaine de Toscane ou le penthouse de Madrid, on voyait un milliardaire légendaire assis sur la pelouse, apprenant patiemment à faire tourner une toupie ou à lire des histoires à un enfant aux yeux bleus identiques aux siens. Arturo avait appris la leçon la plus coûteuse de sa vie. Ne sous-estimez jamais 15 ans plus tard, dans le grand amphithéâtre de l'université d'Oxford, un jeune homme monta sur l'estrade d'honneur pour recevoir son diplôme d'excellence en économie et en bio-ingénierie. Ce jeune homme s'appelait Léo Rossi Alcantara. À 19 ans, Léo possédait non seulement l'intelligence brillante de son père, mais aussi le sang-froid, la détermination et la vision aiguisée de sa mère. Dans les rangs du public, 2 des figures les plus puissantes du monde des affaires européens étaient assises côte à côte. Viviana Rossi, élégante dans une robe de soie bleu marine, conservait une jeunesse défiant le temps. À ses côtés, Arturo Alcantara, les cheveux grisonnants mais le regard empli de fierté. Ils n'étaient plus mari et femme, mais ils étaient devenus les partenaires les plus proches dans l'éducation de Léo. « Il te ressemble davantage », murmura Arturo avec un sourire satisfait. Viviana sourit, sans quitter son fils des yeux. Et nous, après la cérémonie, lors d'une réception privée sur le yacht de la famille Rossi, Léo se tenait entre son père et sa mère. Il tenait dans ses mains 2 dossiers importants. L'un concernait le plan de reprise d'Alcantara Tech, désormais le premier groupe mondial de technologie verte. L'autre portait sur la stratégie d'expansion de VR Holdings sur le marché des énergies renouvelables en Afrique. « Je veux que tu prennes le poste de PDG l'an prochain », déclara Arturo, la voix pleine d'espoir. « L'héritage. Quant à moi, je veux que tu prennes la direction des fonds d'investissement en Italie », ajouta Viviana d'un ton à la fois ferme et doux. L'avenir des Rossi repose sur la durabilité. Léo sourit en regardant les 2 personnes qui avaient bâti sa vie à partir des ruines de la trahison et de l'orgueil. Il posa les 2 dossiers sur la table et secoua la tête. « Je ne choisirai ni l'un ni l'autre », déclara Léo d'une voix assurée. « Je les fusionnerai. Alcantara Rossi Global ne sera ni seulement une entreprise technologique ni un empire minier. Ce sera une puissance capable de transformer la manière dont l'humanité vit sur cette planète. Et j'en serai l'unique dirigeant. » Arturo et Viviana se regardèrent, figés un instant, puis éclatèrent de rire ensemble. L'enfant qu'Arturo avait autrefois considéré comme une erreur et que Viviana avait utilisé comme une arme était désormais le maître du jeu. Ce soir-là, sous le ciel étoilé de la Méditerranée,
Léo se tenait seul sur le pont du yacht. Il ouvrit son portefeuille en cuir. À l'intérieur se trouvait une vieille photo jaunie. Une jeune mère vêtue d'un simple cardigan beige, serrant un nouveau-né dans ses bras, dans une petite maison de Toscane. Il connaissait le prix que sa mère avait payé pour parvenir jusque-là. Il n'oubliait jamais qu'il était le fils d'une épouse start-up, une femme qui avait transformé la douleur en diamant et l'abandon en royaume. Léo regarda l'horizon, où les lumières de Madrid et de Florence semblaient se confondre. Il n'héritait pas seulement d'une fortune, mais aussi de la résilience de sa mère et de la leçon d'humilité de son père. Une nouvelle ère venait de commencer.